on va prendre un peu de recul sur ce qui se passe sur le front, sur la contre-offensive et il y aura un débat sur ce plateau, bien sûr, dans un instant, mais les autorités ukrainiennes admettent que la contre-offensive est difficile, des voix critiques ou inquiètes côté Occident s'élèvent. En tout cas, une chose semble claire, les forces, et on vient de voir cette guerre de position, se neutralisent et la fin de l'été sera vite là. D'où la question que l'on va se poser. Est-ce que la contre-offensive est déjà terminée? Elle est très simple, cette question. D'abord, des éléments, des faits avec les indispensables de Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors on l'a tous vécu, hein, les Ukrainiens espéraient une contre-offensive éclair et ce n'est pas du tout le cas. Oui, c'est même plutôt l'inverse de l'avis même des troupes ukrainiennes au front. Le journal américain New York Times livre quelques-uns de ces témoignages dans ce long article signé par 2 de ses journalistes. Ils ont passé 2 semaines dans le sud de l'Ukraine aux côtés de 4 brigades de marine, dont 2 ont été spécialement formées par les pays occidentaux pour cette contre-offensive, entraînés et équipés aux standards de l'OTAN. Et leur constat est grave. Après plus de 2 mois de contre-offensive, voilà ce que déclare Oleksandr, commandant de l'un de ces bataillons. Beaucoup de gens pensaient que ce serait très rapide et qu'à l'automne, nous serions en Crimée. Mais chaque mètre à l'orée des bois est très difficile à franchir. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Certaines images partagées par les Ukrainiens eux-mêmes viennent appuyer les témoignages du New York Times. Ici, vous allez voir, l'une des unités ukrainiennes tente de progresser à l'orée d'un bois. Idem pour les Russes de l'autre côté. Les 2 camps ne sont séparés que de quelques mètres. Et à force de tir, les soldats ukrainiens mettent un soldat russe à terre dont les camarades ont déjà fui. Ils s'approchent de lui, vous les voyez là-haut, avec prudence et le font prisonnier. Cela donne déjà une idée de l'intensité des combats pour seulement quelques mètres gagnés. Et évidemment, ce sont parfois les Ukrainiens qui perdent des hommes. Ces images qu'ils ne partagent pas, mais Oleksandr, le commandant du bataillon, confie au New York Times que les pertes des premiers jours de contre-offensive ont été terribles. J'ai perdu beaucoup d'hommes et certaines nouvelles recrues sont mentalement brisées. Pour autant, les Ukrainiens veulent toujours y croire, ce qui laisse penser que le moral est bon. Petit à petit, nous trouverons un endroit où la couture lâchera. L'eau finit toujours par traverser les rochers et nous ferons de même. Au début, c'est un petit ruisseau, puis ça se transforme en rivière. D'après nos recherches, les unités interrogées par le New York Times sont toutes positionnées sur le front de Velika Novosilka, où les forces ukrainiennes sont à la peine. Regardez cette carte, ici à peine 3 km² gagnés pour Kiev cette semaine, ainsi que 4 km² plus à l'ouest. C'est déjà très peu, mais en plus de cela, les Russes avancent aussi par endroits, plus 14 km² en une semaine dans cette zone, vous le voyez en rouge. Le constat qui s'impose est que les progressions des 2 armées s'équilibrent. Et sur les autres fronts de la contre-offensive? Eh bien, c'est plus ou moins le même constat. Les avancées sont tout aussi faibles. Au nord, sur le front proche de Kremina et de Lysychansk, la semaine dernière, les soldats de Kiev ont gagné un peu plus de 5 km² et fait reculer les Russes d'un peu plus de 2 km². Mais on le voit effectivement sur cette carte, ce n'est pas grand-chose. Et sur le front proche de Bakhmout, la semaine dernière, les Ukrainiens ont grignoté 1 km² par-ci par-là, les Russes 1 km² et 6 km² là. Pour les 2 camps, effectivement, c'est du grignotage et là encore, les progressions des 2 armées s'équilibrent. Et puis, une information nous est parvenue ce matin à propos de la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine. Elle émane de blogueurs militaires russes. Hier, des unités auraient réussi à traverser le fleuve Dniepr au nord de la ville et à débarquer sur la rive est, contrôlée par les Russes, puis à avancer sur 800 mètres. Notre enquête n'a pas permis de confirmer par l'image cette attaque, pas plus que le commentaire qu'en font les officiels de Kiev. Les forces armées ukrainiennes et l'état-major ne confirment pas cette information pour le moment. Nous demandons à tout le monde de ne faire confiance qu'aux sources officielles. Voilà ce qu'a déclaré Anna Maliar, la vice-ministre de la Défense ukrainienne. Et selon l'ISW, l'Institut pour l'étude de la guerre, qui commente généralement ces faits de guerre avec sérieux, dans l'hypothèse où il y aurait bien eu une tentative de Kiev, il n'est pas certain que les troupes ukrainiennes aient établi une présence durable sur la rive est. Sait-on comment les Ukrainiens envisagent la suite? Eh bien, avec pessimisme, si l'on en croit les mots d'Anton Gerashchenko, conseiller de la présidence ukrainienne.
Nous ne voyons aucune possibilité que la guerre se termine rapidement dans un avenir proche. Nous ne savons pas ce qui nous attend et cela nous rend confus et moroses. Nous n'allons pas bien et nous en sommes conscients. Ce qui est frappant, c'est qu'on est davantage habitué à l'optimisme de cet homme envers et contre tout. Volodymyr Zelensky fait à peu près le même aveu sur la lenteur des avancées. Lui non plus ne voit pas d'issue rapide, mais il tente tout de même de trouver les mots pour motiver les troupes. Écoutez. Контрнаступ складний. Відбувається, напевно, повільніше, ніж... Тому що десь це заміновано, десь технічні проблеми, десь довше чекали, десь іще якісь ускладнення. Про них можна дуже складно так довго воювати. Абсолютно зрозуміло. Я просто знаю, що нам складно, але я точно знаю, що русским складніше. Alors, en vous entendant, on se pose une question. Est-ce que le scénario tant redouté du gel du front se confirme ? Oui, voici la prédiction que faisait le général Nicolas Richoux en mai, à la veille de la contre-offensive. On ne peut exclure que les Russes se montrent plus habiles en défense qu'à l'offensive. Et cela se concrétise aujourd'hui sur le terrain, malgré toute leur préparation, leur matériel et l'envoi de bombes à sous-munitions. Les Ukrainiens butent sur les fameuses lignes de défense russes, les dents de dragon, les fossés anti-chars, les tranchées, les champs de mines, et ne parviennent pas à les percer après plus de 2 mois de contre-offensive. On parle de front figé et donc de conflit gelé quand les deux armées semblent s'équilibrer. Et là, depuis quelques semaines, c'est ce que l'on voit. Pour Kiev, c'est le scénario du pire. Rappelez-vous, c'est exactement ce qu'il s'est passé dans le Donbass entre 2014 et février 2022. Pendant cette période, la Russie s'est renforcée avant de relancer les hostilités quelques années plus tard. Merci beaucoup, Justine. Le Donbass que l'on vient d'évoquer lentement. Général Dutartre, loin de nous l'idée de repeindre en noir ce qui est en train de se passer. Mais nous sommes le 9 août. L'été est bien entamé. C'est presque un euphémisme. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut commencer à tirer un enseignement, disons... radical sur le fait que cette contre-offensive, en tout cas la percée, n'a pas réussi et qu'elle ne réussira pas dans les semaines qui viennent? Un avis radical, à mon sens, certainement pas. En revanche, une préoccupation certaine, oui. Ne serait-ce que d'écouter le président Zelensky et de son conseiller, qui est quand même relativement... un peu pessimiste. Ça, c'est sur le front, mais il se passe autre chose derrière. Donc, il ne faut pas le négliger. L'autre chose derrière, c'est effectivement une avancée sud du Dniepr. Enfin, à mon avis, des opérations, je ne sais pas si on en reparlera, des opérations un peu commando, d'une quarantaine de soldats ukrainiens, de nuit probablement. Après, ils reviennent de jour. Sur cet immense fleuve, hein, rappelons-le, le Dniepr, effectivement. Et un endroit qui se trouve à peu près à 42 km en direction de Zaporizhzhia, au départ de Kherson. Vous voyez, donc c'est assez proche de Kherson. Mais ça, pour moi, ce sont des opérations de harcèlement. Par contre, plus de harcèlement dans la profondeur, avec les tirs de Storm Shadow, les tirs de Scalp G sur les ponts, les actions en mer Noire. C'est véritablement un autre champ de bataille qui s'est ouvert là, sur lequel les Ukrainiens nous ont montré une maîtrise et une maîtrise assez étonnante et qui crée quelque part une sorte de terreur côté marine russe. Donc la messe est loin d'être dite, hein, mais c'est vrai que c'est un peu préoccupant sur le front, mais c'est pas totalement étonnant. C'était un des scénarios qu'on envisageait, que l'on a exprimé sur ce plateau déjà depuis de nombreux mois. Est-ce qu'il y avait trop d'impatience, d'ailleurs, peut-être, de la part du camp occidental? On retiendra ce que dit un des soldats là, dans le reportage du New York Times. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est ce que les dirigeants militaires ukrainiens n'arrêtent pas de dire. C'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est vrai qu'on pensait qu'il y aurait peut-être plus rapidement une percée, quelque part un peu spectaculaire. Cette percée, en tout cas, on l'a pas encore vue. C'est pas pour autant qu'elle ne va pas arriver, hein, pour que les Ukrainiens s'engouffrent dedans. Mais pour l'instant, on l'observe pas de manière spectaculaire, en fait. Alors, Vera Grantseva, comment vous percevez les choses? Bien entendu, sans défaitisme, je présume, mais est-ce qu'il y a une inquiétude qui est légitime lorsque l'on voit que le front reste figé et que, bon, comme le disait le général Dutartre, il n'y a pas de percée significative pour l'instant?
Effectivement, bien évidemment, on voit que la situation sur le front n'est pas facile et on s'attendait quand même à cette situation vu que l'armée russe avait plusieurs mois de préparer les lignes défensives, de les bien en fait organiser, de mettre des mines, etc. Donc on savait que ça n'allait pas être très facile, pardon. Mais en même temps, en fait, c'est pas à mon avis la raison de l'inquiétude, c'est la raison de réévaluer peut-être le plan, réévaluer la stratégie et à chercher aussi des autres moyens comment faire tourner cette guerre vers quand même les Ukrainiens et les aider finalement de trouver une solution pour gagner cette guerre et pour reprendre leur intégrité territoriale. Et d'ailleurs, je trouve que l'Ukraine, aussi vu la situation, essaie d'ouvrir les autres fronts sur la mer Noire, comme on a déjà discuté ici, mais aussi même dedans la Russie, parce qu'on voit qu'il y a une montée des incendies dans différentes usines russes. Et les journalistes russes ont calculé qu'en 2022, il y avait 83 incendies qui étaient assez particuliers. Donc on ne sait pas l'origine et ils touchaient souvent les sites stratégiques russes. En comparaison, en 2021, c'était une vingtaine des incendies. Donc il y a une montée significative. Et on peut présumer quand même que c'était pas juste des accidents, mais c'était les opérations qui étaient menées par les Ukrainiens qui cherchaient aussi à saper la capacité de la Russie de produire plus de munitions et d'être efficace sur le front. Donc à mon avis, à ce stade-là, c'est important aussi de voir des autres lignes de stratégie pour saper aussi la possibilité de Kremlin de mener cette guerre et en même temps chercher sur le terrain aussi les autres moyens, et ici je passe sur le contrôle des spécialistes militaires, mais quand même des moyens pour percer ou chercher à tourner quand même la situation sur le front en faveur de l'Ukraine. Mais est-ce que ce travail de sape peut être suffisant? Parce que dans le fond, ce que chacun attend, c'est le terme du conflit. C'est ce travail de sape, de harcèlement, vous l'avez très bien décrit, il dure depuis presque 1 an et demi. Et maintenant, est-ce qu'il peut être à la fin suffisamment productif, pardon pour cet adjectif? Oui, ici on voit plutôt la stratégie des petites piqûres. Ça, on est bien d'accord. Et quand même, s'il s'accumule, ça peut avoir l'effet. Après, ça va pas. C'est pas ça qui va aider à gagner la guerre. On est bien d'accord. Mais quand même, à mon avis, s'il y a suffisamment des piqûres comme ça peut déstabiliser ou ça peut ralentir la capacité aussi de la Russie de produire les munitions, les armes, de envoyer sur le front, comme par exemple aujourd'hui cette explosion à Sergeïv Posad avec l'usine qui produisait les appareils optiques, des choses aussi très liées aux avions de chasse. Ouais. Aux avions de chasse, par exemple. Donc, ce sont des petits piqûres qui, tous ensemble, peuvent quand même contribuer à la victoire. Mais bien sûr que ce n'est pas ça un élément crucial. Il faut des autres solutions. Il faut les chercher. Il y a cette autre image rapportée par le New York Times d'un soldat qui dit « L'eau traverse les rochers ». Et nous ferons de même. Nathalie, on est dans cette idée justement du travail de sape, c'est-à-dire l'eau, mais des années avant de traverser les rochers. Chacun se prépare à ça, à ce que ça dure longtemps, à ce qu'il faille tant et tant d'efforts. La situation est difficile. Elle est difficile pour l'armée ukrainienne, elle est difficile pour la société ukrainienne. Bon, la contre-offensive était assez médiatisée, la contre-offensive dans le sens classique où il y a vite une percée. Peut-être que c'était aussi une guerre d'information. L'Ukraine a participé en parlant de cette contre-offensive pour un peu aussi saper le moral des soldats russes. Mais il faut être réaliste et c'est vrai que l'Ukraine se bat avec les moyens qu'elle a et comme elle peut. Au niveau du potentiel de mobilisation, on ne peut pas, comment dire, ce n'est pas équivalent avec la Russie, c'est une très grande différence. C'est pour ça que notre commandement doit ménager les forces armées, les forces humaines. Et bon, il y a l'impatience de l'Occident pour une percée, mais il y a aussi l'impatience des Ukrainiens pour la fourniture, pour la livraison des armements. Bien sûr, je ne pense pas, même n'étant pas militaire, je crois qu'il est difficile de faire une contre-offensive éclair sans l'aide de l'aviation que l'Ukraine attend toujours, sans les chars lourds qui doivent arriver bientôt, comme on le sait.
Donc, pour le moment, la stratégie qui a déjà donné des effets au début de la guerre, l'Ukraine essaye de casser la logistique russe. C'est pour ça le bombardement des ponts, les bombardements où on ne sait pas, il y a des destructions même sur le territoire russe, mais aussi casser la logistique, la fourniture d'armes des Russes, c'est aussi quelque chose. Et aussi la reconnaissance qui essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire, où on peut faire. Malheureusement, le temps de fourniture d'armes la livraison d'armes a pris un temps. Ça a donné le temps aux Russes de préparer leur défense. Ulrike Bouna, on entend monter une petite musique défaitiste chez certains hauts responsables, notamment du côté américain, sous couvert d'anonymat généralement, mais rapporté par des médias fiables, qui disent notamment CNN... c'était irréaliste, cette contre-offensive était irréaliste, c'est trop difficile, ça va durer très longtemps. Oui, en fait, le général Mark Milley, déjà il y a plusieurs mois, avait dit que ce serait très compliqué. Effectivement, je pense que pendant les premières semaines, avant la contre-offensive et lors des premières semaines, il y a eu un espoir d'une partie d'ailleurs des Occidentaux, mais aussi en Ukraine, qu'effectivement, il serait pas trop compliqué de percer les lignes de défense russes et que finalement le système russe de défense s'effondrera un peu comme un château de cartes. C'est pas ce qui s'est produit et donc effectivement, on a basculé sur quelque chose de complètement différent, c'est-à-dire que et c'est pour ça que pour le coup, la métrique des kilomètres gagnés n'a plus vraiment de sens, je trouve, actuellement. On n'est plus du tout sur une tentative de gagner du terrain, mais on est sur vraiment une attrition. Et où là, la métrique, c'est vraiment de voir combien d'unités sont détruites, combien de réserves sont engagées par les différents protagonistes. Et donc ça, effectivement, c'est très difficile à percevoir. On sait que, par exemple, côté artillerie, les Russes subissent pas mal de pertes sur le front sud. Mais est-ce que ça va suffire? C'est une vraie question. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a un vrai décalage. Ce qui explique un petit peu la rengaine un peu défaitiste qu'on commence à monter, c'est que je pense qu'il y avait eu effectivement un espoir avant la contre-offensive que le dispositif russe s'effondrerait. C'est pas du tout ce qui se produit, mais il faut pas du tout en conclure que ce travail de SAP, il n'a pas un effet. Effectivement, il y a donc la zone, tous les points logistiques qui sont frappés. Si on parle de cette petite incursion de forces spéciales de l'autre côté du Dnipro, si effectivement elle s'est produite, il y a aussi cette tentative de forcer finalement les Russes à déplacer un petit peu leurs réserves un peu partout pour les éparpiller. Et donc, il est, à mon sens, beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions sur cette contre-offensive. D'autant que côté russe, le moral, et on va le commenter dans un instant, n'est pas meilleur, pour le coup, peut-être même pire. Et quand on voit cette présentatrice de la télévision russe, qui fait partie des plus zélés en faveur du régime, qui interpelle les messieurs qui sont sur son plateau, ça en dit long sans doute sur l'état du moral. Понимаете, что спустя 1,5 года спецоперации вы стоите и гордитесь тем, что мы правильно перегруппировываемся и отлично окапываемся. Хотя у нас был немного другой план. Так просто. C'est utile de rappeler qu'il y avait un plan initial différent, effectivement, et que l'idée n'était pas de devoir s'enterrer et de fortifier sur des kilomètres, même s'il faut reconnaître que ces fortifications, pour l'instant, elles sont infranchissables. Oui, c'est ce que dit le président Zelensky. Le moral n'est pas forcément meilleur côté russe, mais pour rebondir sur ce que dit cette commentatrice, le plan initial, on aurait bien aimé le connaître en fait, parce que le plan initial, il était plus que flou. C'était toute l'Ukraine. Il s'agissait de renverser Zelensky avec des parachutistes. Il y avait quelque chose d'assez. En 3 jours, oui. Voilà, en 3 jours. Ça ne voulait pas dire prendre toute l'Ukraine. Je voulais dire peut-être prendre Kiev, peut-être prendre le président Zelensky. Enfin, jamais on a vu un plan affiché complètement peut-être des objectifs du président Poutine. D'ailleurs, c'est toute la problématique de ce conflit, c'est que les objectifs politiques n'étaient pas totalement clairs, en tout cas pas clairement affichés. Du coup, un flou militaire. Du coup, cet aller-retour près de Kiev et un retour pour revenir dans les oblasts, les 4 oblasts illégalement annexés en partie. Donc, oui, le front, il est un peu gelé. Enfin, un peu gelé. En tout cas, ça n'avance pas beaucoup. Mais ce qui a été dit sur ce plateau et ce qu'on peut confirmer, c'est qu'il y a une vraie stratégie d'attaquer derrière le front pour couper la logistique et reprendre une grande partie de la mer Noire. Et ça, il ne faut pas négliger ça. Parce que ça va être une affaire beaucoup logistique. Si on n'arrive pas à faire une percée spectaculaire, ça va vraiment être une affaire de logistique aussi et de morale des troupes. Et l'armement sera indispensable. Donc,
ces 24 dernières heures, on a appris que Joe Biden se prononçait en faveur de la formation des pilotes sur les F-16. Donc les F-16, à la fin de l'année, arriveront sans doute. Ces fameux chars Abrams qui seront là dans 2 mois. Des missiles Taurus allemands qui sont d'une extrême efficacité, vous nous le confirmerez, mon général. Donc il y a une accumulation de nouvelles livraisons qui vont arriver, mais ça décale dans le temps aussi les grandes opérations militaires, non ? Oui, c'est vrai, comme c'était aussi déjà dit, à la livraison des armes occidentales, souvent, ils ne suivaient pas le rythme finalement de cette guerre. Dans ce sens, Poutine était un peu en avant de l'Occident et de l'Ukraine, parce qu'il pouvait se préparer aux attaques futures. Et effectivement, l'Ukraine ne recevait pas tout très vite quand il fallait. Mais quand même, le fait que l'Occident continue à livrer, qu'il s'inscrit dans la guerre aussi longue, c'est ce que Poutine en fait ne veut pas. Effectivement, on sait pas ses plans initial. À mon avis, son plan initial, c'était pas surtout faire la guerre. Son plan était de faire un coup d'État, renverser le gouvernement et comme ça prendre l'Ukraine, pas d'une façon militaire. La Russie et Poutine lui-même n'étaient pas préparés à une vraie longue guerre. Et aujourd'hui, quand on voit la stratégie de l'Occident de soutenir l'Ukraine dans la durée, de ne pas laisser Poutine légitimiser l'agression, légitimiser l'occupation des régions de pays souverains en Europe, c'est ça qui aussi baisse la morale. À mon avis, c'est ça qui aussi déçoit cette présentatrice, Olga Skabeyeva, parce qu'il voit que du côté de l'Occident ne lâche pas. Et c'est ça un peu le calcul aussi depuis les derniers mois de Poutine. En fait, de se dire qu'en tout cas, en quelques moments, l'Occident ne voudra pas continuer cette guerre. Il ne voudra pas livrer les armes, il ne voudra pas accorder plus de budget à cette guerre du côté de l'Ukraine. Mais ça s'avère d'être faux. Ça s'avère que l'Occident a compris l'importance de cette guerre pour l'Europe, pour la stabilité et la paix. Et l'Occident est prêt, en fait, à aider l'Ukraine jusqu'à la fin. Donc il faut se placer sur un moyen terme, un long terme peut-être, en tout cas dans ce conflit, ce qui évidemment va à rebours de ce que l'on fait sur une chaîne d'information en continu généralement, et sans doute nos téléspectateurs aimeraient que les choses évoluent plus rapidement, mais il faut se dire le temps long de toute façon joue peut-être, si je vous suis bien, en faveur de l'effort ukrainien. Bon, c'est à moi. Oui. Donc, mais vous savez, les Ukrainiens croient fort en leur armée, en leur commandant en chef Valery Zaluzhny. Ça, c'est 100%. Nous faisons confiance à nos militaires et toute la population est derrière son armée. La population ukrainienne reste toujours aussi mobilisée pour aider son armée, en faisant des collectes, moralement aussi. Donc, Poutine n'a pas seulement l'armée ukrainienne en face de lui, mais toute la société ukrainienne, tout un peuple. Et c'est vrai que nous nous battons pour notre survie, tandis que, comme c'était dit, la guerre pour les Russes, le sens de cette guerre est vague et flou. Il pense qu'il devait être attaqué par l'OTAN, mais bon, c'est très, comment dire, quand même risible. Alors, dernière déclaration que je soumets à votre sagacité, d'un visage qu'on voit beaucoup d'ailleurs depuis le début de l'été. Anna Maliar, c'est la vice-ministre de la Défense. C'est elle qui aujourd'hui s'exprime le plus souvent devant les caméras, plus que le ministre de la Défense lui-même, ou Zaluzhny, le chef d'état-major dont vous parliez il y a un instant. Elle ne cache pas les difficultés à Anna Maliar. Це означає, що вони намагаються цим суцільним артилерійським і мінометним вогнем зупинити наші війська. І вони, щоб було зрозуміло, в яких умовах наші воюють, вони крізь оцей суцільний обстріл, менше з тим, продовжують свої наступальні дії. Різні результати є. Зараз, цього тижня вони там дещо менші, чим завжди вони були. Але ці результати є. І самий головний наш результат, що у нас не просунувся ворог. Le résultat le plus important, c'est que l'ennemi n'a pas avancé. C'est quelque chose qu'on n'entendait plus depuis très longtemps. Au contraire, il y avait un parfum d'offensive. Là, maintenant, on peut presque se réjouir qu'il n'y ait pas d'avancée russe.
Oui. Alors, il n'empêche qu'effectivement, l'objectif principal des Ukrainiens reste quand même de reprendre du terrain. Mais effectivement, je trouve que ce qui est illustratif aussi dans cette déclaration, c'est qu'elle parle justement des bombardements continus. Et là, on comprend en fait tout l'intérêt de frapper la logistique aussi. C'est-à-dire que si effectivement les Russes ont moins d'obus à tirer, du coup, ça laisse un peu plus de temps pour déminer, pour permettre aux blindés de passer. Et il faut bien comprendre en fait que par exemple, il y a eu plusieurs situations dans ce cas qui ont été remontées par des soldats sur le front. C'est-à-dire qu'ils déminent, ils arrivent à prendre une tranchée. En fait, finalement, ils s'aperçoivent que cette tranchée, elle est elle-même minée. Et donc, du coup, ils sont obligés de se retirer pour refaire venir des sapeurs, etc. Donc c'est extrêmement compliqué. Les Russes, effectivement, mettent tout ce qu'ils ont pour le coup pour empêcher finalement les Ukrainiens d'arriver jusqu'aux lignes de défense. Et donc, c'est une vraie bataille sur le long terme où, effectivement, pour l'instant, il n'y a pas trop de changement de terrain, on va dire, de gain de terrain ou de perte de terrain pour les uns et pour les autres. Mais il ne faut pas en conclure que le front est gelé. Il y a plusieurs centaines de morts par jour des deux côtés, c'est probable, enfin c'est même certain. Et effectivement, toujours dans cet objectif d'épuiser l'ennemi. Et les mines, alors on pourrait consacrer une émission entière à ça, Général Dutartre, mais 170 000 km² sont considérés comme minés. 170 000 km². C'est considérable. Ça fait de l'Ukraine aujourd'hui, selon les projections, le pays le plus miné au monde. On voit évidemment ces dents de dragon et on voit toute cette terre qui est polluée au sens militaire du terme. 170 000 m², ça veut dire quoi? Ça veut dire que le front peut à peu près 1000 km, et vous avez une largeur sur tout le front de 200 mètres, quoi. Voire plus, parce que il peut y avoir plus parce qu'ils sont éparpillés. Donc c'est énorme. Et donc effectivement c'est un vrai souci pour les chars légers, même les chars lourds, parce que vous connaissez pas l'emplacement de ces mines si vous passez, et même pour les troupes personnelles évidemment. Donc c'est un mur assez impressionnant, et puis il n'y a pas que celui-là évidemment. Et puis ces mines peuvent être remises aussi parce qu'elles sont toujours produites en grande quantité. Donc si vous avez un premier rideau de mines, vous pouvez en faire un deuxième derrière. Il y a seulement beaucoup plus de mines, si vous voulez, entre Zaporijjia et Kharkiv qu'il n'y en a sur le sud, parce que vous avez 350 km au sud du Dniepr pour l'instant, où il y a beaucoup moins de mines évidemment. Il y aura la même chose aussi en Crimée, entre l'Ukraine et la Crimée. Donc c'est effectivement un mur assez impressionnant. Il n'y a pas d'autre solution que soit vous arrivez à trouver un endroit où vous allez pouvoir faire une percée spectaculaire et déminer une zone pour que des forces ukrainiennes puissent s'engouffrer dans ce passage, soit passer par-dessus, ce qui est difficile, mais éventuellement avec des hélicoptères de combat. Ou attendre l'aviation qui peut effectivement ouvrir certains endroits, ou contourner tout cela par la mer, par exemple. Oui, mais attendre l'aviation, peut-être que ça va être le verbe auquel il va falloir s'habituer dans les semaines, dans les jours qui viennent. Oui, effectivement, chaque fois ça prend du temps. C'est pas juste les processus politiques qui empêchent souvent en Europe d'envoyer plus vite les armements, mais il y a les questions aussi de formation, tout simplement, des préparations des armes. Donc il y a les choses qui sont plus ou moins objectives. Après, à mon avis, c'est aussi important de ne pas fixer nous-mêmes des délais concrets quand cette offensive doit aboutir à quelque chose. Parce que si on compare avec, par exemple, l'automne 2022, on a vu que l'Ukraine a pu récupérer deux oblasts, en fait deux parties de l'oblast de Kharkov et de Kherson, en fait en novembre finalement. Donc c'était possible malgré Rasputitsa. Donc ça dépend de beaucoup de facteurs sur le terrain. Il n'y a pas de date fixe, je dirais, sur laquelle on doit compter absolument. Et après cette date, c'est la fin. Non, en fait, il faut s'adapter à la réalité sur le terrain. Et il y a plusieurs délais en fait qu'on peut voir comme des étapes, mais jamais se dire qu'après cette date, c'est plus impossible ou ça va changer complètement le cours de cette guerre. La Rasputitsa, on rappelle que c'est que lorsque le sol devient boueux, et ce qui gêne évidemment la progression des engins blindés, de tous les engins, et vous l'avez rappelé, il y a eu une percée très, très forte à l'automne. C'était pas la même situation, parce que à cette époque-là, il n'y avait pas ce front figé, enterré, avec ses dents de dragon et ses fortifications. Natalia?
Oui, c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à une percée parce que avant c'était des percées assez spectaculaires dans la région de Kharkiv. Quand un jour nous sommes réveillés, voilà, les Ukrainiens sont à la frontière, à leur frontière, à dresser leur drapeau. Mais puis finalement, ça donne aussi l'espoir, la libération de Kherson. Les Russes étaient bien implantés dans une grande ville, un centre régional, mais finalement, voilà, ils étaient obligés de quitter cette ville et bon. Maintenant, c'est vrai que c'est difficile parce qu'il faudra penser, pour les Ukrainiens, il faudra penser comment traverser le Dniepr, non seulement une fois, mais pour s'implanter de l'autre côté, du côté sur le bord est. Mais je crois que ces missions sont destinées à ça quand on fait de la reconnaissance aussi. Oui, je vous voyais réagir, Ulrich Bouna. C'est vrai que le Dniepr, c'est pas la largeur de la Seine. Hein. Non, c'est un fleuve qui fait. Bon, alors, du coup, maintenant, avec la rupture du barrage, la largeur un peu variée, mais effectivement, c'est un fleuve qui peut faire plus d'1 kilomètre de large. Donc, effectivement, c'est extrêmement compliqué à franchir, d'autant que, du coup, effectivement, et pour le coup, on peut faire un peu un parallèle avec la situation qu'il y avait à Kherson. Certes, les Russes étaient un peu moins enterrés à cette époque-là sur la rive occidentale du Dnipro, mais ils avaient quand même déjà construit des fortifications dans plusieurs villages. Et donc, effectivement, les Ukrainiens, ils ont eu à l'usure, en fait, en détruisant justement les ponts au-dessus du Dnipro, un petit peu comme ce qu'ils essayent de faire entre la Crimée et le sud de l'Ukraine, pour justement détruire en fait la logistique et forcer finalement les Russes à se retirer, je veux dire presque d'eux-mêmes, mais enfin sous la pression bien sûr, mais à se retirer parce que les positions deviennent intenables. Et donc effectivement, il y a un peu cette même tentative de reproduire un peu la même stratégie. Ça, c'était en novembre dernier, hein, les images que vous voyez. Ouais. Voilà, mais effectivement, c'est beaucoup plus compliqué parce que les Russes ont déjà eu le temps de se préparer et on est sur des distances aussi beaucoup plus grandes, avec beaucoup plus de profondeur. Bien, merci.